Angular est à un virage majeur dans son développement puisqu'il est en train de perdre son côté usine à gaz tout en gardant ses avantages de code scalable en équipe. Donc dans cette vidéo, on va voir plusieurs bénéfices incontournables des nouvelles versions modernes d'Angular qui vont vous permettre d'écrire moins de code et donc de moins travailler tout en livrant les mêmes fonctionnalités. Beaucoup de développeurs qui se réorientent ou veulent se spécialiser sur une technologie hésitent souvent à se lancer sur Angular. En fait, son côté usine à gaz fait peur et sa courbe d'apprentissage est très élevée et à juste titre. Donc généralement, pour motiver un peu les gens, je leur explique que vu qu'Angular est compliqué à apprendre, vous aurez un peu moins de concurrence une fois que vous serez de l'autre côté. Mais c'est très frustrant pour les élèves parce qu'ils arrivent avec un fort a priori que Angular est trop complexe. Et pour être honnête, c'est tout à fait vrai puisque je l'ai vécu aussi moi-même. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle je suis devenu entre guillemets formateur, c'est par accident, c'est parce que j'ai tellement galéré à apprendre Angular que je me suis dit attends, c'est bizarre, j'ai Google, il y a Open Classroom, etc. mais j'arrive quand même pas à apprendre en mal framework. Donc j'ai repris toutes les notes pour apprendre Angular et j'en ai fait un cours. Et je me rappelle qu'une des plus grosses galères que j'avais eues sur Angular, c'était ces fameux @ngModule qui rendaient le démarrage sur le framework absolument insupportable. Et c'est infernal parce que cette surcouche n'apporte absolument rien. Vous livrez pas plus de fonctionnalités, votre code n'est pas mieux encapsulé parce que vous avez déclaré dans des modules des choses spécifiques à Angular. D'ailleurs, la pseudo-encapsulation que vous pourriez avoir avec des @ngModule, vous la perdez très vite. Très rapidement dans un projet Angular, on a un shared module avec plus de 80-100 lignes d'importation sur des projets importants, et donc on perd absolument toute la modularité, puisqu'en fait on importe tout partout. Heureusement, l'API des standalone components, qui était en preview en Angular 14 et qui est maintenant stable pour la production en Angular 15, permet tout simplement de se débarrasser de ces @ngModule. On travaille enfin, comme dans les autres frameworks React et Vue, avec des composants web, tout simplement. Donc dans cette vidéo, on va voir ça, mais on va voir aussi 6 autres nouveautés du Angular moderne qui vont vous permettre d'écrire moins de code tout en gardant les bénéfices que Angular peut apporter pour créer des applications importantes en équipe. Donc la première chose la plus importante, c'est que maintenant, comme je vous l'ai dit, on peut supprimer les @ngModule dans notre projet, enfin. Et heureusement, la Angular Team a écouté un peu la communauté qui se plaignait beaucoup de ça, et ils ont décidé de proposer donc une nouvelle API des standalone components pour se débarrasser des ngModule. Ce qui est fascinant, c'est que de leur propre aveu, les @ngModule à la base ne devaient pas exister. Ils ont été rajoutés à la va-vite pour la sortie, je crois, version 4 d'Angular, pour permettre aux développeurs de développer des modules pour l'écosystème Angular plus facilement en se basant sur les @ngModule. Et donc, depuis la version 4, en fait, l'écosystème Angular paye le prix du @ngModule qui normalement ne devrait pas exister. Donc quand on vous dit de ne pas travailler dans l'urgence, de ne pas travailler à l'arrache en faisant des petits fixes, etc., c'est très vrai, puisque même à haut niveau, la très talentueuse équipe derrière Angular, en a payé les frais. Donc pour supprimer les ngModule dans votre projet, on va utiliser quelque chose de très simple, c'est que tous nos composants, nos directives et nos pipes, on va rajouter une propriété standalone à true dans le décorateur respectif. Donc dans @component, vous pouvez maintenant ajouter la propriété standalone à true et vous n'êtes plus obligé d'associer un composant à un @ngModule. En fait, jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on déclarait par exemple un composant, une directive ou un pipe, il fallait la backer sur un @ngModule, sinon ça n'existait pas dans votre projet. Et en faisant ça, on a 3 avantages qui peuvent nous sauter aux yeux. Premièrement, on a beaucoup moins de fichiers. Vous voulez créer un composant, vous créez un fichier de composant et c'est tout. Deuxièmement, on n'a plus du tout de ngModule, donc on ne va pas se retrouver avec ces fichiers, la shared module de 80 lignes, tout ça c'est fini. On va avoir une importation des dépendances qui est beaucoup plus fine, c'est-à-dire que chaque composant va importer lui-même les éléments dont il a besoin. Et enfin, troisième avantage, c'est que cette API est complètement rétrocompatible, c'est-à-dire que vous pouvez migrer petit à petit votre application vers les standalone components et garder les @ngModule que vous avez jusqu'à maintenant. Vous pouvez migrer petit à petit, à partir de maintenant, vers les standalone components. Donc la grande question que moi j'ai, c'est est-ce que sur mon code là en production actuelle, je dois absolument passer sur les standalone components, refactoriser tout, etc. Donc comme on vient de le voir, c'est rétrocompatible, donc il n'y a pas d'urgence. Par contre, je vous conseille fortement de commencer à regarder ça précisément parce que j'ai l'impression dans les talks, les vidéos que j'ai vues, que la team Angular veut petit à petit sortir les ngModule complètement de l'écosystème, et donc je ne serais pas étonné que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, ça commence à devenir déprécié, puis quasiment un breaking change,
d'utiliser les ng modules. Donc je vous invite à démarrer la migration le plus tôt possible, même si à l'instant T, rien ne presse. Deuxièmement, dans les versions récentes d'Angular, eh bien, le typage des formulaires a été renforcé. Donc dans le screenshot que vous voyez, eh bien, on voit une issue GitHub, et en fait c'était l'issue, c'est-à-dire le problème numéro 1 qui était remonté sur le dépôt officiel d'Angular, c'était que le typage, on le perdait, le typage au sens TypeScript, quand on travaillait avec des reactive forms. Donc ça c'est très embêtant puisqu'on se retrouvait avec des any. Et donc enfin, depuis Angular 14, on bénéficie de formulaires qui sont typés sur toute l'API des reactive forms d'Angular. Donc même les cas complexes où vous avez un formulaire qui contient un champ, qui peut contenir plusieurs autres champs de manière dynamique, etc. Tout ça va être typé de A à Z avec TypeScript, et là aussi, la commande qui permet de migrer d'une version d'Angular à une version plus récente, eh bien fait une partie du travail automatiquement pour nous permettre de migrer petit à petit sans rien casser. Donc lors de la migration, ça peut être un peu impressionnant puisque vous allez passer de, par exemple, un form group à un untyped form group, et ensuite, vous faites le reste du travail à la main en fonction du typage TypeScript que vous voulez. Donc moi, je suis très enthousiaste par rapport à ça puisque plus l'intégration de TypeScript est poussée, mieux c'est. TypeScript est vraiment en train de prendre beaucoup de place dans le monde JavaScript, et à juste titre, ça permet vraiment, je pense, d'améliorer la qualité d'une codebase en production. Donc cette meilleure intégration sur l'API globale d'Angular, eh bien, ne fera que renforcer l'adoption de ce langage TypeScript, puisque pour l'instant, on avait un peu des trous dans la raquette. Troisième nouveauté, eh bien, c'est la gestion des titres des pages dans une application Angular. En effet, quand l'utilisateur navigue dans votre page, comment vous faites pour définir le titre de l'onglet de la page courante? Jusqu'à maintenant, on devait passer par une horrible propriété title dans l'attribut data des routes. Donc c'était assez moche. C'est-à-dire que dans chacun de vos composants, il fallait aller dans this, data, title. Donc c'était quelque chose de très lourd, on n'avait même pas envie de le faire quand il y en avait besoin. Heureusement maintenant, depuis la version 13.2 d'Angular, on peut simplement, au niveau de la route, déclarer une propriété title. Donc ça nous permet dans nos fichiers de route, eh bien, d'avoir une ligne, une intention, et de pouvoir d'un coup d'œil voir les routes, leur titre, le chemin et le composant qui est associé. Et on peut même définir des stratégies globales grâce à un nouveau service qui s'appelle Title Strategy, par exemple pour définir un préfixe pour tous nos onglets, ou n'importe quelle stratégie globale que vous voulez mettre en place pour les titres de vos onglets dans votre application. Donc je trouve cette amélioration très satisfaisante parce que on peut exprimer en une ligne ce qu'on faisait de manière très lourde avant, on a les mêmes fonctionnalités et on écrit pour le coup moins de code un peu verbeux et pénible. Donc là encore, un bon point côté usine à gaz. Quatrième amélioration intéressante, ce sont les Extended Diagnostics. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est une nouveauté qui est arrivée avec Angular 13.2 là aussi, et que je ne connaissais pas du tout. En fait, ce sont des erreurs qui peuvent être détectées, même si c'est difficile de le faire au niveau du compilateur directement. Par exemple, lorsque vous faites l'erreur de syntaxe qu'on appelle la banane dans la boîte, pour mettre en place le two-way data binding, eh bien c'est très courant d'inverser la parenthèse et le crochet. Mais techniquement, pour la machine, ça n'est pas une erreur. En fait, entre le fait de mettre en place le two-way data binding ou de déclarer un événement qui s'appelle crochet mon événement, eh bien ces deux codes peuvent compiler. Mais dans 99,9% des cas, ça n'est pas ce que vous voulez faire, puisqu'il est très rare de nommer un événement avec des crochets autour. Et donc ces Extended Diagnostics eh bien, vont permettre d'aller un peu plus loin et d'essayer de deviner un peu des erreurs courantes qui, a priori pour le compilateur, pourraient quand même passer. Donc il va essayer de deviner un peu les erreurs humaines, entre guillemets. Donc là, dans l'erreur que vous voyez à l'écran, eh bien, il a détecté de manière très précise cette erreur de banana in the box, et il vous explique très clairement ce que vous pourriez faire à la place. Donc c'est une sorte de linter++ spécifique à Angular. Donc ça nous permet de détecter des erreurs plus subtiles, sans aucun effort pour nous. Donc c'est gratos, on prend. Juste avant de passer à la cinquième amélioration, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'on commence à être de plus en plus nombreux sur la chaîne, eh bien je m'appelle Simon, j'ai été un des plus jeunes formateurs JavaScript Angular de France, puisqu'à seulement 26 ans, eh bien je formais des ingénieurs de métier à Atos, qui est la plus importante société d'informatique d'Europe, avec plus de 100 000 collaborateurs dans le monde. Mon but à travers cette chaîne, eh bien, c'est de faire connaître le code d'entreprise, c'est-à-dire au-delà du tutoriel où on se demande comment on fait les choses, l'idée cette fois c'est de se demander pourquoi. Comment on crée un composant avec la techno X? On peut le trouver rapidement sur Google, mais pourquoi on crée ce composant? Pourquoi on ne le découpe pas en 2 ou en 3 par exemple? Ça, c'est des questions qui sont beaucoup plus intéressantes, puisque ça correspond aux questions réelles qu'on va se poser quand on est développeur professionnel. Donc si ça vous intéresse, vous retrouverez sur cette chaîne normalement une vidéo par semaine. J'ai du mal à tenir le rythme, mais je continue à le dire parce que c'est ce que j'ai envie de viser. Et puis dans l'onglet communauté, vous retrouverez un défi JavaScript chaque semaine.
Et on passe tout de suite à la 5e amélioration du Angular moderne qui permet de faire perdre son côté usine à gaz à ce framework. Eh bien, ça va être les guards fonctionnels. En fait, jusqu'à maintenant, on était obligé de créer une classe, d'utiliser l'injection de dépendance, d'utiliser un constructeur, une interface can activate, tout ça pour créer un guard dont le seul rôle est de renvoyer un booléen true false pour indiquer si un utilisateur peut accéder ou non à une page. Donc vous imaginez, on veut en sortie true false, et en entrée, on est obligé de créer une classe entière avec tout le schmilblick qui va avec. Depuis Angular 14, on peut utiliser une méthode qui s'appelle inject, qui permet de bénéficier de l'injection de dépendance d'Angular sans passer par le constructeur d'une classe. Et donc ça va nous permettre en fait d'écrire nos guards sous la forme de simples fonctions qui retournent true ou false. On voit qu'on passe d'une bonne dizaine de lignes à une seule dans les cas simples. Donc moi c'est quelque chose que j'adore. On veut exprimer quelque chose, moins il y a de code boilerplate, de redondance sur 20 lignes pour exprimer simplement une seule chose, mieux c'est, d'accord? Ça rend le code plus facile à maintenir, à relire, et puis ça fait aussi moins de code à écrire. Et enfin, les dernières nouveautés, je les ai mis un peu dans un bundle bonus, parce que ça concerne des spécifications qui ne sont pas encore sorties, mais ça va arriver bientôt. Il s'agit des signals de Angular 16. Donc c'est quelque chose que j'ai vu la première fois en lisant un article sur dev.to, qui expliquait que Angular allait être révolutionné par les signals. Alors je commence à avoir l'habitude de la nouvelle techno à la mode, donc je me suis un peu méfié, et puis en discutant avec un collègue, il m'a dit « Ah, il y a les signals qui arrivent, etc. » Et je me suis dit, bon, tout le monde commence à parler un peu de ce truc, on va regarder ce que c'est. Et quand je fais face un peu à une nouvelle techno avec un peu un effet buzzword autour, je me méfie toujours et je me pose deux questions fondamentales. Premièrement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment nouveau ou est-ce que c'est juste un buzzword? Et deuxièmement, à quoi ça sert? C'est-à-dire quel problème ça résout? Parce que c'est très facile de tomber dans l'aspect séduisant du nouveau, du sexy, etc. Mais ça résout quel problème fondamentalement pour nous en tant que développeurs? En fait, ce que j'ai compris des signals, c'est que ça permet de développer ce qu'on appelle des primitives réactives. Grosso modo, une espèce de mini RxJS dédié à la gestion d'état. Pour essayer d'être concret, ça va être en fait des espèces de fonctions qu'on peut appeler pour observer un état, plutôt que simplement stocker une variable à un instant T. Donc c'est un problème très courant en informatique, c'est très difficile de synchroniser un état. Si par exemple vous avez l'état d'un composant qui est composé de 10 propriétés, eh bien si vous en bougez une, boum, les 9 autres propriétés risquent d'être dans un état invalide. Donc ce qu'on veut faire généralement, c'est observer les changements qui peuvent se passer, et quand un événement a lieu, eh bien remettre tout l'état, remettre vos 10 propriétés par exemple, dans un état valide. Donc rien de révolutionnaire en soi, c'est un problème ultra courant, et j'ai essayé de raccrocher un peu les wagons pour savoir comment je résous ce problème jusqu'à maintenant. En fait, ce qu'on fait nous dans une application Angular jusqu'à maintenant, c'est généralement d'utiliser pour gérer notre état un behavior subject. Et en fait, les fameux signals, ça va être une sorte de mini behavior subject, un mini état avec une API beaucoup plus simple que l'artillerie lourde RxJS pour gérer des petits états et être au courant quand il y a des modifications qui sont effectuées. Donc, je pense que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Cependant, RxJS et les signals vont être deux API complémentaires qui permettent d'implémenter de la réactivité, et les signals ne pourront pas remplacer RxJS quoi qu'il arrive. En tout cas, c'est très enthousiasmant pour l'avenir d'Angular, puisqu'il est en train de perdre tout un tas d'aspects usine à gaz avec des API comme ça un peu plus fluides, tout en gardant les avantages d'Angular, qui est cette codebase scalable en équipe sur des projets importants. Donc si vous, de votre côté, vous avez fait vos recherches aussi, et puis que vous voyez d'autres améliorations d'Angular, et que vous les utilisez actuellement, eh bien n'hésitez pas à partager ça en commentaire, puisqu'il se peut que j'en ai raté quelques-unes. Et si vous trouvez que cette vidéo vous a apporté de la valeur, et que vous cherchez actuellement à devenir développeur professionnel, eh bien voici 3 manières dont je peux vous aider gratuitement. Premièrement, passez de temps en temps sur la chaîne YouTube, pas besoin de vous abonner, vous retrouverez du contenu que j'essaye de faire de la meilleure qualité possible pour vous montrer le code d'entreprise. Deuxièmement, vous pouvez laisser un pouce bleu ou un like, alors c'est pas pour l'algorithme, même si ça va aider, mais c'est pour qu'on fasse grossir la chaîne, qu'on ait de la crédibilité pour dire qu'il y a une communauté francophone qui s'intéresse au développement professionnel, c'est-à-dire à la production de code pour un usage professionnel, et cette crédibilité va nous permettre demain peut-être d'interroger un tech lead à Google, un architecte à Netflix, pourquoi pas, c'est-à-dire des gens avec beaucoup d'expérience dans ce domaine, parce que je trouve que c'est très compliqué et très rare de trouver des gens qui ont 20 ans d'expérience dans la production de logiciels. Et enfin, si mon parcours vous intéresse et que vous voulez savoir comment je suis passé de développeur junior lambda à formateur professionnel à Atos en moins d'1 an, eh bien vous retrouverez un lien en description où je vous explique tout mon parcours. En tout cas, je vous souhaite bon développement à vous, bon code, et j'espère vous retrouver dans une nouvelle vidéo prochainement. Ciao!